Bonjour, bienvenue à une autre émission à votre service. Cette semaine, avec nos invités, nous allons parler d'une des plus belles montagnes du Québec, le massif de Charlevoix. Et nous allons le faire en compagnie, effectivement, de M. Frédéric Sujobert, qui est le vice-président des opérations du groupe Le Massif et également le directeur général de la montagne. Nous allons aussi parler de Maison-Mère. Maison-Mère qui est un édifice important à Baie-Saint-Paul. Et pour nous en parler, nous allons recevoir la directrice générale par intérim, Gabrielle Leblanc. Et elle est accompagnée de Marilyn Tremblay, qui est effectivement fondatrice avec d'autres personnes du Mousse Café. Vous allez voir la dynamique qui s'est installée effectivement à Maison-Mère. Et enfin, nous allons terminer sur une note de célébration où la microbrasserie de Charlevoix célèbre ses 20 ans. Et qui de mieux pour nous en parler que le cofondateur et copropriétaire, effectivement, Frédéric Tremblay. Bonne émission. Frédéric Sujobert, bien le bonjour. Bonjour. Bienvenue à notre plateau, sur notre plateau. C'est la première fois qu'on reçoit un directeur général de la montagne, mais vous êtes aussi vice-président des opérations pour le groupe Le Massif. Exactement. Ça en fait beaucoup sur ses épaules, ça? Ça tient occupé, on va dire. Ça tient occupé. On est ici pour parler foncièrement de la montagne, le Massif. Oui. Je pense que c'est au moment où on enregistre l'émission, on est le jeudi. Oui. La montagne va ouvrir ce week-end. Absolument. Là, on est gâtés parce qu'on regarde à l'extérieur, puis c'est tout blanc, là. Ah, l'hiver est arrivé, ça c'est indéniable. Je pense qu'au sommet de la montagne, on a reçu approximativement 1,50 m à date. Oh, OK. Il y a un bon 2 pieds d'accumulé tassé. On va ouvrir donc ce samedi avec probablement 24 pistes. Minimalement se rendre à la station intermédiaire. Notre objectif, c'est Quand on dit intermédiaire, c'est au premier niveau pour... C'est la station intermédiaire de la gondole. La gondole. Donc c'est en fait, elle se trouve dans le premier tiers en bas. Donc il y a 2 tiers finalement du territoire qui va être ouvert. Tout le secteur Camboul, secteur de Petite Rivière Saint-François, jusqu'à la station intermédiaire de la gondole. Et on travaille l'enneigement de l'ancienne pour idéalement se rendre jusqu'en bas. Parce que là, la saison est tôt, là. On peut le dire. Ah, oui. Ça, en tout cas, j'en parlais avec un de mes collègues qui est là depuis plus d'une vingtaine d'années. Il ne se rappelait pas qu'un 1er décembre, on ait eu autant de précipitations et la possibilité d'ouvrir avec un territoire aussi vaste que Je me souviens, c'était l'an dernier ou il y a 2 ans, à l'ouverture, il y avait une belle tempête de neige la journée même. Mais on doit mener une bonne vie parce qu'en général, la mère nature s'occupe assez favorablement de nous. Vous êtes aux opérations du groupe Le Massif. Ça fait quand même plusieurs années que vous êtes impliqué avec le groupe. Oui, ça fait plusieurs années. En fait, initialement, au tout début, je me suis occupé de trains touristiques de Charlevoix pour construire finalement le train en tant que tel. À l'époque où c'était encore des voitures qui étaient sur une voie d'évitement dans le nord du Québec. OK. Donc j'ai participé à ça et là maintenant, je suis rendu à débuter mon 7e hiver à la direction générale à la montagne. À la montagne comme telle. Absolument. Là, on va apprendre un petit peu à vous connaître avant de parler de la montagne. On aboutit ici dans Charlevoix. Vous êtes français d'origine. Oui. Comment s'est fait le cheminement? Parce que j'imagine pour devenir directeur général d'une montagne de ski, on est fanatique de ski, là. Ça c'est sûr. Moi je suis sur des planches depuis que j'ai 3 ans. Là. Mais c'était en Europe à ce moment-là, donc dans les Pyrénées ou dans les Alpes. Moi je suis originaire du sud de la France, je suis né à Toulouse. Et dès que j'ai eu terminé mes études, après j'ai travaillé pas mal en Amérique centrale, en Amérique latine, en développement industriel au niveau international. Ça fait 18 ans que je suis au Québec. Et ça fait les premières années, comme tous les immigrants, je les ai passées à Montréal. Donc j'y ai passé 8 ans, aussi dans le domaine international à ce moment-là. Mais à chaque fois que je voulais me payer la traite l'hiver pour aller skier ou le festival de télémark, parce que je fais du télémark depuis une quinzaine d'années. C'est un style de ski qui n'est pas évident. Je débarquais ici parce que le Massif, c'était ma montagne fétiche. OK. Donc au moins 2-3 fois par an minimalement, là, je venais skier ici. Et la montagne m'a toujours attiré, cette montagne-là spécifiquement, et la vision de Daniel Gauthier aussi dans son projet. Donc ça fait des années
même lorsque j'étais à Montréal, que j'avais un œil sur cette montagne. Parlons-en de la vision de Daniel. Je veux dire, Ouais. il voulait quand même faire une montagne où il reste près de tout ce qui s'appelle son environnement, je pense. Ouais. C'est ce que l'on connaît le plus. Je veux dire, vous avez échangé sur sa vision foncièrement. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Ben, on a fait plus que changer. C'est que moi, dans mon travail, je dois la véhiculer, cette vision-là. OK. Donc, être proche de... Ben, vous voulez dire au niveau environnemental? Vous voulez En dire fait, au niveau global, du la vision paysage? de cette montagne-là dans Charlevoix. En fait, Daniel, lui, ce qu'il voulait, c'était ramener quelque chose dans Charlevoix. Il vient de Charlevoix, il s'est développé ici, et ensuite, il a grandi ailleurs, et il a voulu ramener quelque chose dans Charlevoix. Daniel, c'est un skieur, c'est un excellent skieur. Il a toujours été amoureux de la montagne Le aussi. ski bum qu'on appelle. Ski bum, voilà. Il a toujours été amoureux de cette montagne-là, et depuis 2002, ben, il cherche à la développer. Non seulement au niveau de ses infrastructures, mais au niveau de sa clientèle, l'élargissement de la clientèle, et au niveau immobilier aussi. OK. Donc ça, c'est une vision qui véhicule depuis le début. Il veut que ça se fasse dans le respect de la région, en complémentarité avec le reste de la région, les acteurs de la région, la population de la région, les attraits de la région aussi, parce qu'on s'inscrit là-dedans au même titre que n'importe quel autre attrait. Parce que depuis 2002, effectivement, la montagne a changé de visage. Je veux dire, il y a eu des nouvelles pistes qui se sont ouvertes, des rénaux qui ont été faites, l'implantation de remontées mécaniques. Oui. L'accès par le beaucoup sommet, d'investissements. l'accès par le sommet aussi qui s'est fait Oui. juste un petit peu avant. Le secteur débutant, Donald Bouchard au sommet de la montagne. Tout le secteur hors piste du secteur Aligorie, plus des développements de nouvelles pistes et de remontées mécaniques. Ça, c'est tout à fait normal. Une montagne comme celle du Massif, Oui. on retrouve quel genre de skieurs si on les compare à d'autres centres de ski? Parce que là, je pense qu'il y a la fameuse Charlevoix qui est une piste de descente qui a servi pour la pratique de différentes compétitions, Oui. qui sert encore à Oui. l'occasion pour des compétitions. Il y a du hors-piste, là, on fait affaire avec une autre clientèle. Il y a des pistes débutants comme n'importe où, je veux dire. Ben, il y a à peu près tous les types de skieurs. Si on regarde un petit peu la répartition des difficultés de ski, je dirais qu'il y en a peut-être 50-55% qui sont experts, mais la balance, le 45-50%, c'est débutants et intermédiaires. Donc en termes de répartition de la difficulté sur le territoire, et qui est complété en plus par le secteur hors-piste, c'est très très homogène. Donc tous les types de skieurs vont avoir du plaisir sur la montagne, ça c'est certain. Par contre, ce qu'on trouve de différent, c'est que les skieurs qui viennent nous visiter ont une mentalité un petit peu différente des autres centres de ski. OK. Ils sont beaucoup plus ouverts sur le côté un peu plus sauvage du territoire. Ils ont eu un souci pour la qualité de neige et la qualité de la façon dont on travaille la neige au damage, etc. Ils ont un niveau d'attente qui est supérieur parce qu'effectivement, on livre quand même une qualité qui est supérieure ouais. à la moyenne de ce qu'on peut trouver. On a beaucoup plus de neige aussi que beaucoup d'autres centres de ski. On tourne quasiment avec 6 mètres en moyenne de précipitations annuelles, ce qui est quand même assez considérable. Ouais. Là, on a déjà 1,5 mètre. Ah! Donc on va peut-être Ça inaugure bien. battre le record. Non, c'est un peu ce type de clientèle. C'est très, très, très varié. Parce qu'effectivement, donc, il y a des centres qui sont très, très, très familiales parce que c'est petit, tout le monde se retrouve. Je pense peut-être ici au Mont-Grand-Fond, qui est un dénivelé moins élevé, puis bon, la famille se retrouve. Ici, on est une montagne où on peut se perdre dans la montagne. On peut se perdre dans la montagne, mais paradoxalement, les familles sont en croissance sur la montagne. Okay. De plus en plus, depuis les dernières années, on a de plus en plus de familles qui viennent skier. Et aussi, notre marché s'élargit considérablement. Là, depuis 3-4 ans, toute la portion maritime, Ontario, nord-est américain, est en forte croissance. Donc, parce qu'effectivement, c'était d'abord une station locale. On peut la qualifier de régionale. Est-ce qu'on peut dire internationale avec la venue d'un Club Med? Avec la venue du Club Med, ça c'est certain. C'est tout un autre volet, là, parce que le Club Med, en fait, c'est un tout inclus qui offre le ski dans son package. Donc c'est quand même un concept qui est très particulier. Mais oui, je pense que c'est définitivement le Club Med positionne la destination au niveau international de manière très 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 forte. Super. Quand on regarde la venue de ces gens-là, je veux dire, il y a quand même, en tout cas, je regarde la montagne, il y a beaucoup de monde qui y travaille. Oui.
Puis je me rends compte qu'il y a plusieurs corps de métier là-dedans. Absolument. Quand on s'en va skier, bon, on voit que les pistes sont travaillées, on s'en va au chalet, on voit du monde dans la... Mais c'est beaucoup plus que ça. Ah, en fait, je dirais qu'il y a au moins une quarantaine de corps de métiers différents. Ça va des spécialistes en traitement d'eau potable, mécanique de remontée mécanique ou mécanique de petits véhicules, cuisine, garderie, moniteur, service à la clientèle, billetterie, boutique, opérateurs de machines pour affûter les skis, les dameurs, les opérateurs de remontée. Il y a au moins une quarantaine de métiers facilement sur la montagne. Puis que ça emploie combien de monde au total? Actuellement, on est je dirais, entre 300-350 salariés sur la montagne, sachant qu'on est saisonnier présentement. Et probablement une bonne centaine de bénévoles. Donc c'est à peu près 450 personnes là, qui s'activent autour de la montagne pour livrer du plaisir finalement sur Majoritairement, ça commence à s'activer quoi? Novembre, aller jusqu'au mois de au mois mars, d'octobre, avril? là, ça commence à fourmiller pas mal. Là, Ouais. Et jusqu'à fin avril, là, c'est vraiment le gros des activités. À l'été, il y a moins de monde. On a peut-être une cinquantaine d'employés permanents sur la montagne à l'année longue, parce que tout l'entretien préventif des remontées mécaniques, toutes les actions en santé-sécurité au travail, concernant les machines en mouvement, concernant les équipements de levage, ça se fait pendant cette période-là. Tout l'entretien des pistes et les développements aussi se font durant l'été. Donc tout ce qui concerne le territoire, l'entretien des bâtiments aussi, parce que on reçoit pas mal de monde, donc il y a beaucoup d'entretien à faire. Est-ce que l'avenue du Club Med va faire en sorte que la montagne va être exploitée aussi davantage l'été? Absolument. Ouais. Ça, en fait, la venue du Club Med, oui, accélère en fait cette démarche-là. C'est quelque chose qu'on vise déjà depuis plusieurs années. Et la venue du Club Med va nous apporter la masse critique pour enclencher ce changement plus rapidement finalement que ce qu'on prévoyait. Mais ce que ça veut dire, c'est qu'à partir de l'été 2020, on va être en opération estivale, minimalement, mais en développement, et ça va être en croissance. On va y retrouver quoi comme type de loisirs, j'ai employé ce terme-là? Regardez, là actuellement, on travaille, c'est un peu prématuré là, pour aller dans le détail, mais on travaille sur plusieurs axes différents. C'est sûr que les activités de plein air, c'est un des axes. Donc on parle de randonnée, on parle donc développement de sentiers, on parle de vélo de montagne, effectivement. Ça, c'est un dossier qui est assez important pour nous et qu'on travaille très activement présentement. Il y a le volet culinaire aussi qu'on veut mettre de l'avant. Donc l'ensemble des produits charlevoisiens, du savoir-faire au niveau agroalimentaire de Charlevoix, ça c'est un des éléments aussi sur lequel on va travailler. Et ensuite, après, il y a le développement de l'offre hivernale aussi, parce que c'est bien beau de faire du ski, faire de la luge, traîneau à chien, il y a un peu d'hélicoptère, mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Donc nous, on se met dans un processus aussi pour élargir notre offre, parce que maintenant, quelqu'un qui vient... Il y a ménage là pour dire qu'est-ce qu'on peut y trouver pour avoir des valeurs ajoutées. Oui, exactement. Ah, c'est génial. On parlait du Club Med, grosso modo. Le Club Med, on ne parlera pas de l'hôtel comme tel, parce que c'est les gens du Club Med qui peuvent nous en parler, mais foncièrement, la venue d'un établissement comme celui-ci, étant donné qu'il y a une clientèle qui vient, ça amène en fait des modifications au niveau de la montagne légèrement, là. Absolument, parce que la venue d'un Club Med, quand on regarde simplement au niveau, pour la période hivernale, on parle de 70 000 jours ski à peu près supplémentaires. Donc ça, ce que ça implique le développement aussi d'un secteur débutant à la base de la montagne. Destiné à Club Med, oui, mais destiné aussi à l'ensemble des développements immobiliers qu'on réalise actuellement et qu'on a initié là, cette année au pied de la montagne. Donc effectivement, il y a un secteur dans le bas de l'ancienne qui va être élargi, et dans lequel on va installer 3 remontées. Une remontée de type tire-fesse d'à peu près 350 mètres de long. Tire-fesse. Tire-fesse. T-bar? Oui, mais c'est un T-bar avec la galette, là. OK. Et 2 tapis magiques de 50-60 mètres. Donc ça, ce que ça veut dire qu'on va avoir 2 secteurs débutants. Un au sommet de la montagne, qui est notre secteur traditionnel, déjà très bien implanté, et un secteur à la base de la montagne. Donc ça, ce que ça va impliquer de la circulation de débutants depuis le sommet jusqu'à la base. Donc dans ce contexte-là, il a fallu qu'on retravaille certaines pistes, de manière notamment à les élargir, pour atteindre une meilleure fluidité et permettre justement à des skieurs qui roulent un Mach 2 de côtoyer des petits débutants de 4 ans et demi. C'est ça. Donc pour des mesures de fluidité, de sécurité, donc on a apporté des modifications au territoire. OK.
en principe, l'hôtel, c'est 2019, non, 2020-2021, c'est bien C'est ça. Décembre 2020, c'est l'ouverture prévue de l'hôtel. OK. Cette année, donc, depuis 2002, Daniel Gauthier est là présent. Avec la venue du Club Med, c'est déjà une grosse amélioration. Donc, ça amène aussi des modifications du point de vue hébergement. Vous en avez parlé tantôt au camp de base. Il y a aussi du développement immobilier dans le haut de la montagne. Exactement. Avec différents volets. Là. Exactement. En fait, actuellement, il y a 4 types d'hébergements existants là, sur la montagne. Il y a les chalets forêts, les gros chalets qui sont au sommet. Il y a des jumelés aussi qui sont en construction. Il y a les mini-maisons qui sont en haut du secteur Camboul. Donc il y a 51 unités d'à peu près 700 pieds carrés chacune. Donc et ça, à la base, ça a été très populaire et instantanément. Je pense que ça a été vendu en dedans d'une semaine, les 51 unités. 45 vont être livrés, sont en livraison présentement là, et pendant le mois de décembre. À la base de la montagne, c'est le projet des caches de grande pointe. Donc ça, on parle de 3 bâtiments d'hébergement. Ouais. 3,5, 4,5, 5,5, 128 unités. Le premier bâtiment de 40 unités va être livré le 15 décembre. Et on travaille sur d'autres projets présentement là, qu'on va pouvoir dévoiler dans les prochaines semaines, mois. Donc le secteur, le camp de base de la montagne, qui fait partie de l'objectif initial du développement immobilier. Maintenant que les égouts aqueducs sont présents, on peut développer ce volet-là. Et aussi, on travaille sur un projet que vous avez peut-être entendu parler dans le passé, ce sont les maisons fleuves. Ouais. Donc elles sont beaucoup plus proches de la voie ferrée et ce sont des jumelés aussi qui donnent sur le fleuve. Donc ça fait partie des choses qu'on va pouvoir dévoiler prochainement et commencer à mettre en vente. On s'en reparlera, ça va être super. Pas de problème. On vous réinvitera quoi. Avec plaisir. Mais une montagne comme le Massif, c'est quasiment incontournable si on veut la rendre viable et profitable, toute proportion gardée. Ça nous prend de l'immobilier autour. C'est sûr que l'immobilier, par rapport dans le domaine du ski et des montagnes d'une manière générale, c'est sûr que l'immobilier, c'est une partie importante de la croissance d'une montagne, ça c'est indéniable. Surtout qu'on est loin d'un bassin de population. On n'est pas comme on va avoir une certaine rétention quand ils viennent ici. C'est ça. C'est ça. Et non seulement ça, mais en plus, au-delà de ça, c'est avoir un parc locatif important. Actuellement, on a à peu près une centaine de portes sur la montagne. Quand on parle de portes, c'est aussi bien un 3,5, une mini-maison ou un chalet de 4 chambres. Okay. Donc il y a à peu près une centaine de portes. Sur ces 100 portes, il y en a approximativement une soixantaine qui sont mises dans un pool de location. Okay. Donc ça, c'est extrêmement important parce que nous, ce qu'on veut, c'est la stratégie des lits chauds qu'on connaît en hôtellerie et dans les développements touristiques aussi qui offrent de l'hébergement. Le but étant de maximiser la présence et la venue de touristes sur le territoire pour maximiser l'occupation et l'usage de la montagne. Mais en même temps que c'est l'usage de la montagne, c'est l'usage de la région. Aussi, oui. C'est de faire venir des gens sur une base récurrente et régulière en hébergement dans la région, mais ça fait vivre la région aussi. Ouais. On achète du gaz, on fait des courses parce qu'il y a une cuisine dans le 2,5, 3,5, 4,5. C'est tout ça qui est activé justement par la venue de touristes. On l'a dit tantôt, vous êtes un Français d'origine. Ça fait plusieurs années que vous êtes au Québec. Pas mal. Nous, dans Charlevoix, pour plusieurs, en tout cas, on y vit. On est conscient de notre environnement. Mais comme n'importe où ailleurs, une fois qu'on l'a comme absorbé, pour employer l'expression, on finit par l'oublier. Exact. Et pour quelqu'un qui vient de l'extérieur, avec un regard extérieur, puis d'avoir décidé, toute proportion gardée, de dire c'est Charlevoix et c'est la montagne, quelle est votre vision de Charlevoix comme telle? Ma vision de Charlevoix, je n'ai pas la prétention d'avoir une vision pour Charlevoix, mais ma perception de la vie de Charlevoix, j'en ai vu pas mal. J'ai travaillé dans pas mal de pays au niveau international aussi. Mais rien que si on se compare par rapport aux autres régions du Québec, je veux dire, honnêtement, là, il n'y a pas beaucoup de régions au Québec, mais très honnêtement, il n'y en a pas, qui ont des montagnes de ski, qui ont 2 parcs nationaux, qui ont le patrimoine mondial de l'UNESCO que représente Québec à proximité, une ville d'art comme Baie-Saint-Paul, la réserve de la biosphère, le fleuve, les baleines, le fjord qui n'est pas loin, un train, c'est sérieux. Et au-delà de ça, après, c'est toutes les activités qui sont offertes.
les prestataires d'activités, que ce soit dans le domaine du kayak, que ce soit dans le domaine de l'escalade, que ce soit dans le domaine de la restauration, etc. Je pense qu'il y a une densité d'activités et d'activités de qualité ici dans la région, 4 saisons, qui est complètement unique, là. Donc ça, il faut qu'on le mette en valeur, parce que si on est capable de le mettre en valeur, non seulement on va attirer des visiteurs, mais on va attirer des familles qui vont vouloir venir s'établir et profiter non seulement de la qualité de la région et de tout ce qu'elle a à offrir, et de profiter des emplois qu'on peut développer. Bon, je pense que là, les gens de Charlevoix, vous avez à être fiers, de continuer d'être fiers de la région. Il faut, comme on dit, des fois, on l'oublie. Puis étant donné que ça demeure quand même une région touristique, puis si on veut augmenter le niveau de vie, puis la qualité de vie, parce qu'il y a déjà une qualité, mais si on peut augmenter le niveau de vie des habitants de la région, de tout Charlevoix comme tel, c'est un plus. Là. Tout le monde est gagnant, quoi. C'est sûr, mais c'est le but du jeu. Ouais. Alors, écoutez, merci de votre visite. Avec grand plaisir. Je vous souhaite une excellente saison 2018-2019. Merci. Et on venez aura nous voir. l'occasion, oui, sur les On n'est pistes, pas sorteux, on est là-bas sur le top de la montagne, mais venez nous voir. Ils sortent l'été, puis l'hiver, ils sont à travailler, quoi. C'est ça. Frédéric Jobert, merci beaucoup. Avec grand plaisir. Deux gentilles et jolies dames que l'on reçoit aujourd'hui à l'émission à votre service. Marie-Lynne Tremblay, bonjour. Bonjour. Du Mousse Café. Et Gabrielle Leblanc, qui est la directrice générale intérimaire pour Maison Mère. Bien le bonjour. Aujourd'hui, on va parler bien sûr Maison Mère, mais on va parler plus que ça, on va parler bien sûr l'entité, mais en même temps des occupants de Maison Mère, des gens qui sont déjà venus s'installer, puis quelle sorte de dynamique que ça a créé à l'interne. Et il faut aussi le dire à l'externe, parce que bon, Maison Mère maintenant est devenue une entité incontournable à Baie-Saint-Paul. Alors ça fait quoi, 1 an et demi déjà, la Maison Mère? Bien, on a commencé à recevoir le public en juillet 2017. Fait que ça fait presque 1 an et demi qu'on a ouvert nos portes au public. Officiellement. Oui, exact. Et depuis ce temps-là, il y a de l'eau qui est passée en dessous des ponts, comme on dit. Il y a beaucoup de vie qui s'installe présentement à la Maison Mère. Oui, là, on peut dire qu'il y a une belle dynamique. Il y a parfois beaucoup de monde, cet automne, là, où il y avait des conférences, des congrès. Il y a des journées où c'était très achalandé, là. C'était quand même impressionnant de voir tous les corridors remplis de gens, de voir aussi les salles qui étaient occupées. Des fois, c'est étonnant aussi au Mousse Café de voir, ah mon Dieu, il y a tant de monde aujourd'hui, OK, c'est le fun, tu sais, ou à la Procure, ou à l'Auberge aussi, qui ont un super beau succès d'achalandage. On me disait récemment qu'ils étaient dans le 13 000 nuitées là, depuis leur ouverture. 13 000 nuitées, ça commence à faire du monde, ça, là. Oui, depuis leur ouverture. C'est génial. Oui, vraiment. Puis le Mousse Café, lui, est là depuis le début aussi? Oui, depuis juillet 2017 qu'on est ouvert. Et donc, parce que le projet, je veux dire, foncièrement, vous êtes une entité de personnes qui avaient décidé de se réunir, former une coop. C'était la Maison Mère qui a toujours été l'endroit où on veut s'installer. Mais en fait, au départ, quand on a créé la coopérative, on était à la recherche d'un local à louer. Il n'y avait pas plusieurs locaux commerciaux, d'une superficie là, assez grande qui pourrait convenir à nos besoins parce qu'on visait quand même un certain nombre de places assises. Puis vraiment, au niveau du pied carré, on avait vraiment besoin d'espace. Donc, on recherchait des emplacements qui étaient idéaux. Et en même temps, nous, notre clientèle cible première, mais c'est les gens de Charlevoix. Donc, il fallait que ce soit un emplacement qui soit facilement accessible pour les gens de Charlevoix et pas seulement pour une clientèle plus touristique. Donc, on s'est longtemps questionné. Et quand on a su que la ville, finalement, allait se porter acquéreur là, de Maison Mère, ben pour nous, on a tout de suite vu là, l'opportunité. C'est génial. Alors, parce qu'initialement aussi, le projet n'était pas tout à fait tel qu'on le voit aujourd'hui. Vous avez fait des travaux pour vous installer comme il faut. Ben, tu sais, à Maison Mère, on évolue tout le temps. Hein? On part d'une hypothèse, puis après, ben, au fil des opportunités, puis de ce qu'on a comme rétroaction par rapport aux hypothèses qu'on émet, bien, on évolue, on adapte. On est vraiment en mode agile, c'est-à-dire qu'on est en mode évolutif tout le temps. Puis quand on a travaillé avec l'architecte Pierre Thibault qui nous suggérait de mettre le café avec façade sur la rue, ben ça tombait sous le sens pour nous parce que notre défi, c'était de transformer un espace qui était privé depuis 125 ans en espace public. Là. Fait que, ça faisait vraiment du sens.
Puis les faits étaient intéressants, là, tu sais, quand tu rentres à Maison-Mère, tu as comme tout de suite ce bel espace ouvert-là, super clair, évitant. Donc, ça fonctionne très bien. Fait que tout le monde y tire son compte, finalement. Puis vous autres, ben, je veux dire, oui, comme vous l'avez mentionné, c'était pour attirer les gens de Baie-Saint-Paul, particulièrement les jeunes familles. Hein? Oui, puis Après, ça marche. on en a aujourd'hui, des jeunes enfants qui nous entourent, Ouais. c'est génial, c'est vivant. Dans le contexte présent, je veux dire, on peut dire mission accomplie. Oui, vraiment. On a une adhésion sociale là, tu sais, de la part de la population de Charlevoix qui est indéniable. On a un achalandage tu sais, qui est vraiment à l'année longue, qui nous permet d'être ouvert 7 jours sur 7 à l'année longue, qui est quand même C'est un tout un défi défi, là, oui. dans Charlevoix. Effectivement. Donc, quand même, on avait... je peux dire qu'après, là, en ayant du recul, on a vraiment acquis donc l'adhésion sociale des gens de Charlevoix. On a surmonté le défi qui est d'être ouvert 7 jours sur 7 à l'année longue dans Charlevoix parce que la population locale vient nous fréquenter. Ouais. Puis que ce soit novembre ou janvier ou avril, des mois qui sont plus tranquilles, ben nous, finalement, on a quand même un achalandage. Là. C'est certain qu'on bénéficie de l'achalandage tu sais, augmenté là, l'été de par le tourisme, Ouais. mais on ne vit pas que de ça. Puis ça, c'est Ouais. pour nous, c'est une grande fierté. Là. Parce que, Mais ce qui est intéressant, en fait, c'est que là, bon, on se rend compte qu'on devient à Maison-Mère un lieu très intéressant pour des congrès, des retraites, tu sais, des séjours corporatifs, si on veut. Là. Donc, on a de plus en plus de demandes pour des événements corporatifs qui font appel à plusieurs services. On va avoir, par exemple, Taisez-vous, qui est un OBNL qui organise des retraites de rédaction pour des étudiants à la maîtrise et au doctorat, OK. qui sont venus en fin de semaine passée. C'était la deuxième fois qu'ils venaient, puis ils reviennent. Là, ils vont revenir En avril, 2000. l'expérience a été concluante. Oui, puis eux, ben, ils utilisent les services d'auberge et balcon pour l'hébergement. Ils utilisent les services du Mousse Café pour les collations et les déjeuners. Puis ils utilisent les services de plaisir du chef pour les repas du midi et du soir. Puis nous, à Maison-Mère, ben, ils louent nos salles. Ils vont louer la procure, la communauté centrale, le réfectoire. Donc, tu sais, c'est intéressant parce qu'eux, ils vont finalement avoir accès à des services qui sont offerts par des entreprises en économie sociale, qui sont entrepreneurs, donc hyper passionnés par le service qu'ils offrent. Puis eux, ben, ils sont quand même plongés dans un contexte assez singulier, puis finalement, ils en tirent une expérience très riche. Donc, ces gens-là reviennent, en parlent, puis pour nous, c'est tu sais, ça, c'est vraiment l'effet Maison-Mère. C'est la synergie, hein? C'est quand à plusieurs, on est plus fort que la somme de chacun des services, finalement. Parce Fait que c'est assez varié, l'ensemble des occupants. Là. Je veux dire, ça oui, va de... c'est varié. Du Club Bon Cœur au Mousse Café, bien sûr, Ouais. l'auberge, il y a des photographes, il y a des artistes, Voilà. il y a d'autres types d'entreprises. Là. Ben oui, puis c'est des gens qui sont qui sont tous très investis dans ce qu'ils font, puis qui s'alimentent un peu les uns des autres, là. Fait que c'est très stimulant, finalement, là. Puis, tu sais, je pense à Club Bon Cœur qui profite du parc extérieur, qui profite du chemin des Sœurs Ils sont pour collés faire sur leurs leur activités. environnement, Ils sont collés effectivement. sur leur environnement, fait qu'ils peuvent faire des ateliers à l'intérieur, mais ils peuvent aussi facilement sortir à l'extérieur pour faire d'autres activités qui fait bouger, là, pour promouvoir la santé. L'Auberge et Balcon aussi font toute une série de spectacles super le fun. Il y a de l'animation. Ils appellent ça bouillon et pantoufles, là, OK. les soirées bouillon et pantoufles, je pense, c'est quelque chose comme ça. En tout cas, c'est super sympathique. Puis eux, dans le fond, ils font des ententes avec des artistes émergents, très talentueux, vraiment. Là, il y a des belles découvertes à faire là. Puis c'est dans la petite chapelle, en pantoufles, là, sur les chaises endroit berçantes. magique, là, ouais. Ouais, puis Un c'est vrai salon, régulier, hein. là. Ouais, un vrai salon. Puis on a un contact très privilégié avec les artistes qui sont là. Les artistes qui passent souvent la fin de semaine là. Ces spectacles-là, c'est ouvert au public aussi, et non pas exclusivement à ceux C'est qui viennent ouvert à la... à tout le monde, puis c'est contribution volontaire. Fait que, tu sais, des fois, là, pour faire changement, là, plutôt que de se mettre sur Netflix là, un vendredi soir, ouais. là, ben, on peut aller à l'Auberge Ou du TVCO, Balcon. TVCO, puis, on aime ça aussi. TVCO, non, mais ça, faut pas manquer TVCO. Mais tu sais, ça peut être une autre façon de passer ces soirées, là. Et puis, l'été, c'est l'extérieur. En ce moment, on est plus en mode cocooning à l'auberge. Puis, il y a nos artistes qui sont là. Mon Dieu,
j'ai l'impression qu'il y a tellement de monde, tellement de choses à nommer. Je suis comme une maman, là, j'ai peur d'en oublier là, quand je commence à les nommer. Mais Maison Mère, c'est un endroit où c'est plaisant pour aller flâner, pour rencontrer des gens. Juste y aller, c'est une activité en soi. Là. Puis, il y a la procure, évidemment. Le parcours muséal, pour l'instant, il est en opération l'été seulement. L'été seulement, OK. La procure, c'est un espace de coworking vraiment le fun. On côtoie des entrepreneurs d'ici. Puis les prix sont accessibles. Ça inclut un café au Mousse Café. Donc, puis tu sais, le Mousse aussi, ce que je trouve le fun, c'est qu'ils ont pris la peine de penser à des activités pour nous donner des prétextes pour y aller, là, pas juste pour un café, mais il y a les vendredis jeux. Tous les samedis, il y a des bricolages. Au mois de décembre, il y a quand même une programmation. Oui, on a plusieurs activités. Là. Le vendredi 7 décembre, on a Timous d'Ambrousse, qui est une entrepreneur qui vient donner un atelier sur profiter vraiment des bienfaits de l'hiver, mais avec les jeunes enfants. Donc, vraiment, tout ce qui entoure s'habiller chaudement, les engelures, les moyens de déplacement l'hiver. Après ça, tous les samedis matins de 10h à midi, c'est un atelier créatif qui change toujours. C'est en contribution volontaire. Le samedi 22 décembre, on décore des pains d'épices au Mousse Café. Le vendredi 14 décembre, on a notre soirée de jeux mensuelle. Donc, on est ouvert jusqu'à minuit avec vraiment animation par rapport aux jeux de société. On peut vous expliquer les règles. Donc, c'est toujours des soirées là, qui sont vraiment chouettes. Oui, et cette année, on a une soirée d'emballage de cadeaux, donc qui va avoir lieu mercredi le 19 décembre. Des fois, ça peut être difficile d'emballer les cadeaux à la maison avec les enfants qui sont trop curieux. Je pense qu'ils vont inviter des lutins de l'atelier du Père Noël pour nous montrer comment faire. Aider. Donc, c'est vraiment, les gens peuvent apporter leurs matériaux. Il y a un partage de matériaux, du recyclage aussi de matériaux qui peuvent nous permettre d'emballer nos cadeaux, mais de façon plus écologique. Pour l'instant, moi, j'amasse toutes mes boîtes. Et donc, on se fait une soirée de 7h à 9h30 d'emballage de cadeaux. On apporte les cadeaux, on les emballe en prenant un café, une tisane, vraiment dans une ambiance super conviviale. Alors finalement, la majeure partie des occupants, que ce soit l'administration, que ce soit comme vous autres, le Mousse Café, ils trouvent son profit, en ce sens qu'il y a de l'interrelation, il y a de la coopération, il y a des échanges, il y a du monde, in, out, comme emploie l'expression. Bien là, on a un nouvel occupant depuis le mois d'octobre. Il y a l'équipe de TVCO qui a occupé ses locaux après quelques mois de grande patience. Effectivement. Fait que ça amène une nouvelle dynamique. Là. Il y a des émissions que vous tournez dans le salon d'apparat chaque semaine. Fait que on est contents, tu sais, les lieux, puis je pense qu'on parlerait aux petites Franciliennes de Marie qui viennent de temps en temps, viennent faire leur petit tour. Je pense ils vous diraient qu'ils sont contents de voir ces lieux-là, qui ont tellement aimé, puis qui ont tellement chéri, tu sais, vivre comme ça, là. Fait que, non, on est une belle gang, on est une belle gang. Tout l'achalandage aussi qui vient des autres occupants, c'est pour nous. Un commerce vraiment de proximité. Les interlocuteurs que vous invitez à TVCO qui viennent à Maison Mère, les gens qui viennent faire des marches avec le Club Bon Cœur, ça, c'est vraiment, nous, c'est une clientèle qui vient au Mousse Café. Les personnes qui hébergent à l'auberge, les balcons peuvent venir déjeuner au Mousse. Donc, ça crée une synergie incroyable. Il y a un peu de magie là-dedans, mais il y a aussi le fait que les gens se parlent beaucoup puis développent des choses ensemble. De toute façon, on peut dire que l'endroit nous, on n'a rien à voir là-dedans, dans le sens... L'endroit était béni, lui, là, déjà. Je veux dire, ça, c'est des éléments qui relèvent des gens entre eux, là. Fait que, tu sais, ce qui est le fun, c'est de dire, on a mis la table, on a créé un contexte, puis là, après, les échanges se font d'eux-mêmes. Alors, si les gens n'ont pas encore eu la possibilité d'aller à Maison Mère, de découvrir les lieux, sont les bienvenus. Bien sûr. Tout à fait. On l'accueille avec le Mousse Café. Ah oui, puis cet hiver, on a demandé à notre déneigeur de monter des monticules de neige pour pouvoir faire des glissades. Des glissades, oui. En Crazy Carpet. Ben oui, il y a toutes sortes de raisons de venir à Maison Mère. Bon, génial. J'aimerais aussi rajouter, parce que c'est quelque chose que je me suis fait demander le mois passé, si on a besoin d'être membre pour venir au Mousse Café. C'est vrai qu'on est une coopérative de solidarité. On a des membres de soutien, des membres producteurs, des membres travailleurs. Mais vraiment pas besoin d'être membre là, pour venir au Mousse Café. C'est ouvert au public. C'est vraiment ouvert au public, là, mais je trouvais que c'était une question quand même pertinente. Il y a peut-être des gens qui se sentaient
qui devaient devenir membres avant de venir au Mousse Café, là, mais vraiment, c'est ouvert à tout le monde. Ah oui, c'est même chose pour Maison Mère, pas besoin d'avoir un bureau pour y venir. Il y a toutes sortes de raisons là, d'y aller. Là. Il y a des spectacles, entre autres, Ouais. je pense le chœur, l'Écho des Car montagnes va donner un absolument. spectacle bientôt Dans la dans Grande Chapelle, ça, c'est Un magnifique. autre endroit magique, ça. Oui, Fait que vraiment. c'est à découvrir. Ben oui. Alors, si on n'y va pas, vous manquez quelque chose. Ben si on n'y va pas, il faut au moins écouter l'émission. Et voilà. Et merci, madame. Merci, Merci. beaucoup. Au plaisir de vous revoir. Bye bye. Frédéric Tremblay, copropriétaire de la microbrasserie de Charlevoix. Bien le bonjour. Merci. Je dis Bonjour. copropriétaire, fondateur et directeur et tout ce qu'on veut, parce que là, quand on se lance en entreprise, on touche à tout. Oui, monsieur. Hein? Ouais. C'est Là- sûr qu'au départ, tu peux avoir tous les titres. Toutes les... et autres tâches connexes, comme on Et dit. autres temps, oui, 20 ans déjà? effectivement. 20 ans déjà. Écoute, ça a passé très, très rapidement. Plein de belles aventures, de belles découvertes, de belles rencontres. Puis, c'est notre année de 20e. C'est le 3 juillet officiellement, OK. le 20e anniversaire, mais comme vous le savez, on a fait un événement la semaine dernière. Ben oui. On prévoit en faire d'autres. On s'est dit, 20 ans, on va en profiter plus qu'une fois. Il faut le souligner. Il faut le signer puis avoir différents événements. Puis, entre autres, là-dedans, je pense qu'il y a l'arrivée d'une nouvelle bière qui vient d'accompagner ça. Là. Bien, il va en avoir quelques-unes. Tout d'abord, la semaine dernière, on a refait le lancement de 2 des bières qui ont fait partie de notre histoire, la Coteilleuse, la Bonté Divine, qui ont été rebrassées au Saint-Paul, directement dans les équipements d'origine. Puis, on a remis ça en marché pour un temps limité, là, vraiment un très, très petit lot. Et on s'est amusé aussi en jasant tout le temps avec notre équipe. Il y a du monde qui traite beaucoup sa bière. Il y en a qui nous arrivent avec des idées de style. On a sorti une bière Glue Creek. Comment? Glue Creek. OK? C'est une bière qui est, en fait, qui est plate, donc qui n'est pas gazéfiée, dans laquelle on a ajouté des cerises pendant la fermentation. Et c'est une bière sèche, c'est une bière qui est assez particulière et que l'on doit boire à chaud. Il faut vraiment la mettre dans un bain-marie, la faire chauffer. Dans une température comme on a en ce merveilleux mois de novembre, très enneigé, c'est parfait. Là. On met ça au chaud quand on vient de faire de la raquette ou du jogging ou de l'activité physique à l'extérieur, puis ça nous réchauffe le cœur. C'est original en soi. Là. Oui, puis on a encore quelques autres produits dont je ne peux pas dévoiler encore. Vous avez fait une bière aussi pour le G7. La bière pour le G7, encore une fois, une idée qui est arrivée par Nicolas dans l'équipe qui dit on ne peut pas laisser passer ça. Un ingrédient par pays membre du G7, donc c'était très conceptuel puis un produit qui était vraiment excellent. Quand on regarde 20 ans, au début, on se lance, on est tout feu tout flamme. On a des idées. Est-ce qu'aujourd'hui, après le recul, on est rendu où on voulait être ou on est rendu au-delà? Ou, Oui. Écoute, je sais même pas. On pensait 10 ans quand on a fondé, on avait plein d'idées. Aujourd'hui, où on est, on a une super belle grande brasserie. La petite est toujours là. C'est surtout, comme je disais un peu tantôt, c'est les rencontres qu'on a fait au cours de toutes ces années-là. J'avais jamais pensé que j'allais un jour m'impliquer dans la MBQ. On ne savait pas non plus tout ce qu'on pourrait rencontrer comme personne, les voyages qu'on a fait, que notre entreprise nous a permis de faire partout à travers le monde, aux États-Unis. Mais je pense que oui, on est rendu là où on voulait. Puis il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on sait qu'on ne veut pas s'arrêter. Ah, c'est déjà un bon départ. Ben oui! Surtout après 20 ans. Oui. Puis parlant de la AMBQ, effectivement, là, vous étiez à Québec hier ou avant-hier. Oui. Puis là, ben, on a souligné l'implication en tant que bâtisseur. Là. On Ouais, revenait avec un beau trophée et une belle reconnaissance. Ça m'a beaucoup ému parce que oui, j'ai été impliqué pendant au-dessus d'une dizaine d'années au conseil d'administration. Les 5 dernières années, j'avais été président de l'association aussi, ce qui a fait que je me suis retrouvé sur beaucoup de tribunes à aller défendre les intérêts de notre fraternité brassicole québécoise, qui est passée, ma foi, d'une vingtaine de brasseurs quand on a ouvert en 1998 à plus de 218. Le décompte s'est arrêté à 218 lundi matin quand on a fait OK. l'ouverture du congrès de la MBQ. Puis, c'est ça, le conseil d'administration a cru bon souligner cette année mon apport, fait que j'étais vraiment très, très ému. Puis c'est clair que j'ai voulu remercier d'abord Caroline qui m'a appuyé dans toutes ses absences, hein, puis surtout l'équipe aussi de la microbrasserie qui
continuer à se débrouiller, puis à travailler, puis à faire avancer l'entreprise. Parce qu'il y a des moments où je travaillais très fort, surtout quand il y a des changements de gouvernement. C'est ça. On regarde ça du point de vue de l'extérieur. On se dit, waouh, ils ont réussi, c'est des gens d'affaires, merci, bonjour, mais il y a des étapes là-dedans, puis il y a des obstacles. Je veux dire, c'est nombreux, là, on n'a pas idée. Là. On n'a pas idée. On n'a pas idée. Nous, dans l'alcool, dans la bière, on est relié à peu près 5 gouvernements, je ne sais pas combien de ministères, 5 ministères et à peu près que ce soit fédéral ou provincial, que ce soit la régie des alcools, la sécurité publique avec les permis d'alcool, puis le MAPAC, hein, l'agriculture. Donc, et on le sait, je pense qu'on le voit présentement, tout le monde dit ça n'a pas d'allure, il faut qu'on modernise notre appareil gouvernemental puis notre environnement d'affaires parce qu'on est pogné avec des lois qui datent de la période. On n'est plus entrepreneur, on est gestionnaire de paperasse. On devient gestionnaire de paperasse puis on s'enfarge dans plein de choses. Et puis, bien, une des tâches de notre association, c'est ça, c'est de faire bouger les choses, de faire avancer puis de protéger toujours les intérêts des microbrasseurs et de faire avancer notre cause, qu'on prenne de plus en plus d'espace. On avait peut-être 6 des ventes de bière, des parts de marché en 98. On est rendu à 12. On espère se rendre à 20. C'est difficile, les importés nous jouent beaucoup dans les pattes. Ils arrivent avec des produits spéciaux qui ressemblent aux nôtres. Fait que, ça a été une grande partie de mes occupations. Puis comme je disais, à chaque fois qu'on change de gouvernement, bien, il faut repartir à zéro. Ah. Fait qu'il faut retourner voir les nouveaux attachés politiques. On a un gouvernement qui a l'air très orienté affaires quand même. Oui, hein? Oui. Peut-être ça va être un plus. On verra. Une des choses qu'il nous disait justement, c'est qu'il fallait alléger un peu le fardeau des entrepreneurs. Mais c'est ça, je passais beaucoup de temps là-dedans. Puis honnêtement, une chance que j'avais une super bonne équipe qui ont su continuer à développer l'entreprise pendant que moi j'essayais de faire développer notre communauté brassicole. Puis c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, quand je te dis, on est rendu au 20e, puis on regarde qui on a avec nous, qu'est-ce qu'on a comme équipe, c'est merveilleux. On peut vraiment se voir, se projeter, se rendre à 30 puis à 40, là, avec Caro et moi qui vont être encore dans les environs. Mais c'est sûr avec un peu en retrait, parce qu'on a une équipe... C'est ça, l'orientation a changé un petit peu dans la dernière année. Après 20 ans, on peut se dire, bon, on a vécu telle chose. On y a donné notre air d'aller, on y a donné l'orientation qu'on voulait. Vous avez récemment nommé quelqu'un comme directeur général officiel, ce qui veut dire que là, vous autres, votre rôle prend un recul, vous dire où est-ce qu'on veut l'amener à nouveau dans les années futures. Exactement. Puis d'avoir des gens là, qui ont l'énergie, là, que peut-être on a un peu moins là, pour s'impliquer dans toutes les tâches journalières, les problèmes journaliers, parce qu'il y en a toujours. Hein, un équipement qui brise, l'eau qui est coupée à la ville, on n'a plus d'eau pour brasser. Il arrive plein de petites tâches comme ça qui font que, dans le fond, quand tu es en train de réparer ces petites choses-là, tu n'es pas en train de te projeter dans le futur. Fait que, pour nous, c'est important de se trouver une bonne équipe là, de tripeux. Puis on a là. Il y a combien de monde qui travaille à la microbrasserie? À l'usine de la microbrasserie, c'est 25 personnes à temps plein, 5 à temps partiel. OK. Le restaurant, bien, ça dépend bien entendu de la saison. L'été, ça monte jusqu'à 75 employés peut-être. Ah oui, ça roule l'été. Et puis, en temps hivernal comme ça, on doit être à une vingtaine de personnes, peut-être 20-25 encore. OK. Parce que votre modèle d'affaires, c'est qu'il y a la microbrasserie, vous fabriquez des bières. Puis, il y a ce qu'on appelle le Saint-Pub, la restauration. Le Saint-Pub microbrasserie, il y a encore les équipements de brassage d'origine qui sont là, la version numéro 2. Là. Les tout petits qu'on avait en 98, on les a remplacés par des plus gros en 2003. Mais tout est là, puis Nicolas Marant, celui qui a été pendant un certain temps, qui nous a aidé, Caro et moi, à démarrer l'usine. On était 3 dans l'usine en 2008, ça fait 10 ans. Hier, c'était le 10e anniversaire du premier brassin de l'usine, d'ailleurs. Fait que c'est drôle, les anniversaires arrivent comme ça. Donc, il y a été un certain temps où on était Nicolas, Caro et moi seulement dans l'usine. Et puis là, Nico a décidé lui aussi de prendre un peu de recul et retourner à ses premières amours. Maintenant, on retourne créer les bières de demain. Donc, il est au Saint-Pub, dans nos petits équipements. Il s'amuse là comme un petit fou. C'est lui qui nous arrive avec des bières comme les Glu Creek, puis qui brasse ça. Fait que pendant ce temps-là, nous, à l'usine, on peut se concentrer sur toutes les bières que vous connaissez, que vous voyez partout en épicerie. Qui ont fait la réputation. Parce qu'on est distribué partout, là. Partout au Québec. Il y a de la demande. On est aussi distribué dans certaines provinces du Canada et même en Espagne, Portugal. Il y a certains importateurs qui viennent nous chercher une palette de temps en temps. Tu sais, donner une saveur différente, un produit différent du Québec. C'est ça. Il y a vraiment des endroits spécialisés qui aiment avoir des produits qui viennent de partout.
Donc, nous autres, on répond à leurs demandes. C'est pas, disons que ça fait pas partie de notre plan d'action là, de s'en aller vers l'international parce qu'il y a des bonnes brasseries, il y en a partout à travers le monde en 2018-2019. C'est vraiment une vague, là, la bière de microbrasserie qui a touché toute la planète. Est-ce qu'il y en a trop? Est-ce qu'on peut dire qu'il y en a trop? Ben, Puis il y en a, Quand- par exemple, tu sais, comme on quand tu te dit. bats pour l'espace tablette, tu dis oui. OK. Mais quand tu es un amateur de bière, tu dis non. OK. Sérieusement, je pense qu'il y a encore de la place pour que chaque petit village puisse avoir sa petite microbrasserie. Ce qui devient difficile, c'est quand on veut sortir et commencer à aller se battre sur les marchés comme les grands marchés comme Montréal, Québec, parce que là, la guerre est féroce. Les grands brasseurs ont réagi à cet engouement-là en faisant acquisition de certaines petites microbrasseries. OK, ben oui, parce que Puis là, là, ils distribuent leur bière avec tout le pouvoir de commercialisation qu'ils ont en main. Là. Ça veut dire des représentants, des marchandiseurs. Ça devient très difficile de concurrencer contre nos anciens amis, tu sais, parce que OK. c'était des chums, mais là, Ouais. ils ont vendu. Donc, ils ont changé d'équipe. Ah, C'est comme quand Piquet Souban est parti. Tu sais, on l'aime bien, on va prendre une bière avec, mais on essaie de scorer dans son but, il essaie de scorer dans le nôtre. effectivement, effectivement. Puis Dieu sait que ça représente quand même des gros sous. Tu sais, l'industrie brassicole, en général, ça représente des gros sous. Alors, si tu perds une part de marché, ça représente un montant d'argent. C'est évident que pour les grands brasseurs internationaux, eux, ils n'aiment pas ça perdre. Chaque millier d'hectolitres qu'ils perdent, c'est directement sorti de leur poche. Alors que nous, en plus, on se vante puis on se targue de développer une industrie qui est partout à travers le Québec. Donc, ce qu'eux, ils perdent qui leur appartient à un brasseur, bien, ça va permettre à 3-4 petits brasseurs dans la région de se développer. Puis de faire un peu comme on a réussi à faire ici à Baie-Saint-Paul, créer un engouement. Tu sais, il y a des beaucoup plus petits villages que nous là, qui ont une microbrasserie. Et c'était des villages qui voyaient leurs jeunes quitter, s'exiler. Et puis là, ben, ça leur fait un petit quelque chose. là. C'est comme le parvis de l'église. Une fierté vers le fait même, ouais. Une fierté, puis aussi un endroit de rencontre. OK. Ça, c'est ce qui a beaucoup changé Avec aussi. votre modèle d'affaires. là. Avec le modèle d'affaires des microbrasseries d'aujourd'hui, c'est de ce modèle-là que je parle, qu'on a encore de l'espace dans les petits villages, un peu partout dans les régions. C'est le modèle, la petite brasserie de village où les gens se retrouvent pour discuter, jaser autour d'une bière qui a été faite par les artisans locaux et qui, présentement, ce qui se développe beaucoup aussi, c'est commencer à se rattacher avec l'agriculture locale. Il y a encore des gros défis, là, parce que les variétés d'orge, le terroir, être capable de faire vraiment les ingrédients, le houblon, puis être capable d'aller chercher tous les ingrédients nécessaires pour s'approvisionner 100% québécois, c'est pas pour demain. Mais on commence vraiment, là, petit à petit, à intégrer beaucoup d'ingrédients du terroir de notre région dans les bières. Fait que c'est vraiment là, une économie circulaire. Là. On part de la terre à la bière, puis ça reste dans l'économie locale quand c'est un brasseur Génial, local. génial. Est-ce que la consommation de bière en général est en croissance ou c'est stable? Parce qu'à un moment donné, il y a eu un engouement pour le vin. Là. Oui. On découvre, il y a des nouveaux produits qui arrivent à la SAQ parce que c'est le seul endroit principalement où on peut les retrouver. Au Québec, au Canada, c'est relativement stable. Même, OK. je dirais peut-être un petit peu en déclin. Par contre, là où il y a une progression, c'est sur les bières de spécialité. Fait que si on prend toutes bières confondues, ça décline. Si on prend les bières de spécialité, ça augmente. Et tantôt, je vous disais, le défi qu'on a, c'est que bières de spécialité, ça inclut aussi les bières importées. Ah, Il y a des ouais. gens qui vont dire « Ah, ça a l'air pas pire, ça vient de tel pays, ça vient de tel pays. » Puis je suis pas contre ça, parce que j'ai commencé à triper sur les bières belges. C'est ce qui m'a amené à partir avec Caroline, la microbrasserie. On est allé en Belgique, on s'est inspiré du modèle C'est Québec. devant une bonne bière qu'on s'est dit on se lance. C'est exactement ça. Devant 1, 2, 3 bonnes bières. Puis par contre, c'est sûr que je peux pas empêcher les gens de prendre une bière importée. Mais à toutes les bières importées, si vous prenez 10 bières de microbrasserie québécoise, notre industrie va passer de 12 à peut-être 14, 16 puis 20 Puis, C'est ça, des ben, emplois locaux. C'est ce des qui emplois arrive. locaux, c'est l'économie On circulaire. ne le dont dira je jamais parle. assez, effectivement. Exactement. Alors finalement, ça a été une folie, comme vous le dites, devant quelques bières. On s'est dit, on se lance là-dedans parce que jamais vous aviez brassé des bières avant ou pas? Ou... Ah oui, je brassais. À Personnellement, l'université, pour je le commençais à plaisir? brasser OK. parce que c'était pas cher, là, les bières de beau-frère qu'on appelait Ouais. là, la canette. Là. Il y en a qui ont vu ça. Là. Tu mélanges ça, puis on se faisait croire que c'était meilleur que les bières du marché. Pas tout à fait. Mais après ça, ben, avec Caroline, on a commencé à travailler à construire notre vrai système de brassage. On allait se procurer nos ingrédients chez un marchand spécialisé, puis commencer à développer des bières blanches. Surtout, vraiment, notre engouement, notre trip était sur les bières belges. Comme je vous ai dit, on était allé en Belgique. Pas tant pour aller découvrir les recettes, mais vraiment pour voir comment ils étaient capables d'avoir des brasseries dans des petits villages. Parce qu'on avait beaucoup de difficultés au Québec à ce moment-là
à avoir des brasseries en région. À Montréal, ça se passait bien. Les brasseries qui avaient tenté leur chance en Gaspésie, au Saguenay, avaient eu la difficulté, avaient dû déménager à Montréal ou fermer carrément les portes. Fait qu'il n'y a pas grand monde qui y croyait en 98 au projet de repartir une brasserie en région. Mais on a réussi à modifier un peu le modèle qui était uniquement brasserie, puis tu vendais dans des points de vente. Nous, en ayant le permis de restaurant et le permis de brasserie au même endroit, bien, ça nous a permis de ne pas avoir à compétitionner contre un autre brasseur. Voilà. On décidait ce qu'il y avait sur notre terrasse, c'était notre bière. OK. Alors, c'est comme ça, en 98, on a été, je dirais, une des premières brasseries à utiliser ce modèle-là. Et ça nous a amené où on est aujourd'hui. Maintenant, il faut voir quel sera le modèle de demain. Oui, C'est parce ce qu'il faut qu'on que trouve, c'est là. en mouvance continuelle, tout ça. Là. Exactement. Puis, je te dirais que depuis 20 ans, là, on n'a jamais vu un gros bouleversement comme on le voit là. Présentement, l'achat par les grands groupes brassicoles de petites micros, là, ça commence à être leur modèle d'affaires à eux. Est-ce qu'on a reçu des offres? Oui. Oui. Mais On n'est pas intéressé. Pas intéressé. Tu sais, je te mentirais, là. Je pense que à peu près tous les brasseurs au Québec, puis c'est pas parce qu'on est meilleur que d'autres, je pense qu'à peu près tous les brasseurs qui ont à peu près notre envergure et notre visibilité ont eu des offres. OK. Maintenant, ça dépend. Il faut voir qu'est-ce qu'on veut faire avec ça. Puis nous, on a vraiment l'intention de garder notre brasserie implantée ici. Il y a toujours un danger de vendre à un grand groupe que, après ça, ils déménagent on se dépersonnalise, ouais. puis qu'ils déménagent la production à l'extérieur. Ça ne fait pas partie. On n'aurait pas fait tous ces efforts-là il y a 20 ans de venir s'établir alors que personne n'y croyait dans Charlevoix pour, à la première occasion, offrir sur un plateau d'argent tout ce qu'on a bâti en 20 ans à quelqu'un de l'extérieur. OK. Ça, c'est sûr. Parce qu'effectivement, ça fait 20 ans que vous êtes là bien présent en tant que microbrasserie, mais vous recevez de la population, mais vous donnez aussi beaucoup. Vous On impliquez. essaie, à tout le moins. Ça fait partie de notre mission. C'est une des raisons pourquoi Caro et moi, on est venus ici. Moi, je suis originaire de la région. Caro est tombée en amour avec la région. Alors, on a décidé de joindre l'utile à l'agréable et de venir s'établir ici. Et pour nous, ce n'était pas uniquement de dire on va utiliser le mot Charlevoix. On s'est même fait un devoir d'être à la hauteur du nom Charlevoix. Il y avait la Route des Saveurs avec tous les producteurs qu'on connaît qui étaient déjà présents, qui avaient créé une renommée pour la région. L'idée pour nous, au départ, c'était de se rendre jusque-là. Et donc, on utilise le mot Charlevoix. C'est tout naturel que maintenant, on redonne à la Qui est bien région. vendeur aussi. Qui est bien vendeur. Puis maintenant, ben c'est le fun parce que dans le monde de la bière, il y a des endroits où les gens ne connaissent pas Charlevoix, mais ils connaissent notre bière. Fait que, tu sais, c'est la roue qui tourne. Puis j'aurais jamais la prétention de dire que c'est grâce à nous que Charlevoix fonctionne bien, mais en tout cas, et au-delà de ça, ben Oui, si on mettez peut- votre grain de sel. on met notre grain de sel sur la renommée. Puis quand on peut s'impliquer puis faire des soirées mémorables comme on a fait la semaine dernière où on a tellement de gens qui sont venus s'amuser et plein d'autres petites choses qu'on peut faire pour aider la communauté, ben ça nous fait vraiment Un plaisir. plus. On parlait tantôt du modèle d'affaires microbrasserie et terrasse et restauration et compagnie, mais votre modèle d'affaires est assez unique aussi parce que dans la vie, vous êtes en affaires, mais vous êtes un couple. Et ça ne doit pas être évident, là, 20 ans à vivre autour d'un projet, mais à vivre ensemble aussi. Je veux dire, il doit y avoir des tiraillements des fois. Oui, absolument. Ben, il y a deux manières de le voir. Au moins, il y a une chose qui est magnifique dans ça, c'est que Caro et moi, on travaille nos projets, puis quand on a atteint nos objectifs à quelque part, on travaille ensemble à se dire vers où on s'en va. Alors, on part sur la même route. Des fois, une petite divergence d'opinion qui fait qu'on va zigzaguer, mais on travaille On garde le cap. en couple, toujours vers un objectif commun. Puis ça, ben, je pense que c'est ce qui a fait la force de notre couple, parce qu'effectivement, c'est dur. Il y a des moments où c'est dur. Quand ça va moins bien dans la business, ça a des répercussions automatiques sur le couple. Et c'est là qu'il faut être capable de se parler puis de Il y a se plusieurs dire... couples qui étaient en affaires qui ont éclaté. Il ne faut pas se leurrer aussi. Là. Puis je peux très bien comprendre pourquoi, parce que c'est difficile, mais il y a plusieurs couples qui ne sont pas ensemble en affaires et où il y a un des deux qui est entrepreneur qui éclate aussi. Oui. Parce qu'il vient un moment donné où il y a une personne qui se dit ben, c'est ton trip, c'est quand même exigeant d'être en affaires. C'est très gratifiant, mais c'est exigeant aussi. Fait qu'on peut comprendre des fois que ça devient difficile pour un couple qui travaille ensemble ou qui ne travaille pas ensemble. Parce que c'est du 24 heures sur 24. On est propriétaire de son entreprise, puis à un moment donné, on a un flash, ça peut être en plein milieu de la nuit. Ça peut être. C'est pas dire je travaille de telle heure à telle heure, j'arrive chez moi puis je fais d'autres choses. Ça, c'est sûr. Puis écoute, Caro n'est pas là, je peux le dire, elle est bien pire que moi. Écoute, elle peut arriver la nuit, là, puis je me lève pour aller me prendre un verre d'eau, je reviens, puis à part. Ah oui, mais telle affaire, non, arrête-moi ça. Caro est un peu pire que moi. Alors, mais vous Mais trouvez j'ai déjà été pire que ça, mais OK. honnêtement, je pense que l'école d'entrepreneurship, il y en a plusieurs qui Ça a été une autre belle expérience. Ça a été une belle expérience. Je la conseille à peu près à tous les entrepreneurs de Charlevoix et même de l'extérieur.
ça a eu ça d'excellent, c'est d'être capable de te refocuser puis te donner des outils. Puis maintenant, ça m'a permis de prendre beaucoup de distance et d'être capable aussi de donner la direction générale à Sylvain, puis de redonner de plus en plus, de déléguer de plus en plus aux équipiers de la microbrasserie. Ça, je dirais que c'est une des grosses forces quand on s'en va dans une école comme ça ou quand on est épaulé comme entrepreneur, justement d'apprendre à déléguer, parce que sinon tu vires fou. C'est super important parce que tu peux pas, il faut apprendre, à déléguer. Ça devient l'homme à tout faire, puis on contrôle tout, mais on ne peut pas tout contrôler. Exactement. De toute façon, on ne peut pas être bon dans tout. Il y a 24 heures dans une journée en plus. Puis en plus, tu ne peux pas être bon dans tout. Donc, tu deviens un fardeau pour ton entreprise parce que tu n'es pas nécessairement bon dans quelque chose, il y aurait quelqu'un de mieux. Fait que je pense que le meilleur est à venir pour Microbrasserie Charlevoix parce que tous les endroits où j'avais des lacunes, maintenant on a trouvé des personnes meilleures. Oh, 20 ans à venir, on se reverra à 40 ans. On se revoit dans 20 ans. Bien, félicitations encore pour le prix et félicitations pour ces belles 20 années. Et je vous en souhaite encore de nombreux à venir et merci pour faire rayonner Charlevoix un peu partout au Québec. Bien, puis merci de nous donner la chance de venir parler un petit peu de notre histoire ici à la télévision communautaire. Ça nous fait toujours plaisir. Voilà, une autre émission qui s'achève. Merci à nos invités. Comme vous avez pu le constater, on a parlé d'entreprises locales, effectivement, typiquement charlevoisiennes, aux couleurs et aux saveurs de Charlevoix. J'espère que cela vous a plu. Je vous donne rendez-vous, comme on dit, même heure, même poste, la semaine prochaine pour une autre émission à votre service. Puis entre-temps, bien, si vous voulez qu'on jase d'un sujet en particulier, communiquez avec nous à TVCO, au numéro 88 435 5134, et on pourra se faire un devoir, effectivement, de vous mettre à l'horaire pour l'enregistrement de cette émission. Je vous souhaite, bien sûr, une belle semaine, beaucoup de neige, parce qu'il y en a, on préfère la neige à la pluie. Et pour les amateurs de ski, bien, bon début de saison. Merci, au revoir, à très bientôt.